Nous allons donc ce matin entendre, pour ouvrir et porter voix, nous entendrons Chantal Delsol, qui est philosophe, académicienne, et je donne là les temps, moi, pour nos collègues français. Et après la première table ronde, nous aurons aussi Claude Habib. Claude Habib, donc, qui est professeur de littérature honoraire à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Notre collègue Xavier Laurent Salvador est excusé, voilà, pour la journée. Donc, Beryl Kenner va présenter maintenant les trois tables rondes, les trois tables donc, de nos collègues qui nous viennent de loin et de moins loin. Hier a été une journée très, très riche. Ça a été l'occasion de voir que même si nous venons tous d'horizons très différents, nous sommes tous préoccupés par les mêmes questions. Et il y a eu des discussions très très riches, on en a encore parlé après la clôture hier soir. Il y a une convergence d'inquiétudes dans le monde entier. Et l'Observatoire a eu la chance l'année dernière d'être invité en Finlande par le professeur Riitta Kerttu-Kaltiala, qui est psychiatre et qui nous avait invités à l'université de Tampere. Et je dois dire que ça a été vraiment un soulagement pour nous d'observer que dans de nombreux pays différents, les résultats des recherches et les questions de recherche qui étaient soulevées correspondaient tout à fait à nos préoccupations à nous. Et donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des cliniciens et des chercheurs éminents venant de pays divers qui vont de l'Australie, un grand nombre de pays d'Europe, le Canada, les États-Unis. Et je peux vraiment vous dire que les écouter et lire leurs publications a été pour nous une véritable mine d'or pour faire des liens entre un certain nombre de concepts et de considérations. Et grâce à Céline, qui met toute son énergie au service de la réunion de ces personnes, parce que c'est elle qui fait le lien entre tout le monde. Donc nous sommes très heureux de passer toute la journée avec ces personnes dont les conclusions sont très intéressantes. Vous êtes appelé, pas à la barre, mais au micro. Merci Céline, merci Caroline d'avoir organisé cette belle journée. Alors mon sujet, c'est la médecine saisie par l'idéologie, on pourrait dire aussi capturée ou asservie. Et en quelques minutes, je voudrais épingler ce phénomène dans son concept, le replacer dans son histoire et en préciser les conséquences. Alors, je n'ai pas besoin de préciser ce que connaît plus parfaitement que moi votre auditoire de spécialistes. Que le sexe soit assigné à la naissance, c'est une bouffonnerie. À part quelques cas rarissimes, environ 1% des cas selon ce qu'on compte, le sexe de l'enfant est une donnée visible à la naissance, c'est une réalité. Et il n'est pas seulement visible par les organes sexuels, il existe par les gènes qui habitent le corps entier de l'individu. Ainsi, c'est une fiction que de prétendre changer de sexe alors que seule l'apparence est changée, alors que le transgenre doit prendre des hormones toute sa vie pour lutter contre la réalité qu'il veut oublier et qui se rappelle sans cesse à lui, chez le médecin, dans les compétitions sportives, etc. Je n'insiste pas. S'il s'agissait ici vraiment de science, on dirait les choses telles qu'elles sont, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que la réalité ? C'est la question de Platon. Si la réalité est introuvable, inconnaissable, alors nous sommes livrés au simulacre. Les hommes de la caverne sont enfermés dans leurs rêves, souvenez-vous. C'est un déni de réalité que de décréter « je suis né dans le mauvais corps ». Autrement dit, j'ai tous les gènes d'un garçon, mais je décrète que je suis une fille, ou tout le contraire, en raison de mon ressenti. Le ressenti, désormais maître du jeu, rappelle le rêve des hommes de la caverne de Platon. Les fictions contemporaines sont encore des triomphes du simulacre de Platon. Si je décide que je suis un oiseau, si c'est mon ressenti, et que je me jette du haut de la falaise en croyant que je vais voler, alors je m'écraserai en bas. Mais ici, dans ce cas précis, ma tartufferie personnelle profite de l'indulgence coupable d'une société,
qui la protège, la justifie et même la valorise. La dictature du ressenti devient telle que c'est la réalité qui est donnée comme une invention, une vision du monde. Gilles Deleuze, 1967, attribue à la réalité un pouvoir de domination, la réalité est fasciste, et manifeste en faveur des simulacres qui sont seuls aptes à produire du chaos pour abolir les dominations. Il appelle cela « renverser le platonisme ». Il n'y a plus de modèle, il n'y a plus d'ombre, c'est le simulacre qui précède la réalité et qui la façonne. Enfin, le simulacre s'impose par la contrainte, manifestant son identité idéologique. Pour mieux le comprendre et l'imager, il faut revenir aux descriptions des idéologies totalitaires du XXe siècle qui guerroient sans trêve contre la réalité. Les dissidents tchèques sont peut-être ceux qui ont analysé ce phénomène avec le plus de lucidité. Ce que les dissidents appellent à sauver, c'est la simple réalité. Devant le mensonge permanent et le détournement total des significations, un Tchèque comme Václav Beloradský écrit ceci, je cite, « La réalité est un animal blessé qui se traîne en cherchant un lieu pour se cacher et qui laisse derrière soi des traces de sang. » Il s'agit de sauver ce monde que l'effort de l'époque cherche à effacer. Il s'agit là de restes nocturnes, liés à la dépendance de l'homme. Le dissident cherche à sauver une vérité de l'homme, ce dont celui-ci ne saurait se libérer entièrement sans se détruire du même geste. Le dissident se propose de monter la garde auprès de cette vérité exposée, attaquée, c'est-à-dire de la surveiller afin qu'elle ne disparaisse pas tout à fait. Je voudrais placer ce phénomène dans son histoire. Inventions de fiction qui finissent par réinventer le monde et sont capables de s'inventer par la force. Nous sommes, je dis nous les Occidentaux, coutumiers du fait. Il y a une généalogie de fiction collective depuis l'Inquisition chrétienne, puis le communisme et aujourd'hui le transgenrisme. Kathleen Stock, qui est ici et que je remercie pour son magnifique livre, a raison de dire que la transsubstantiation chrétienne est une fiction, en tout cas pour le non-croyant. Je ne veux pas faire d'injure aux catholiques, je suis moi-même catholique. Tout va bien tant que l'on n'impose pas cette croyance. Après tout, chacun peut croire ce qu'il veut. Mais lorsque l'Inquisition impose ses croyances par la force, on se trouve devant un déni de réalité imposé. La situation est la même chez les soviets. Par exemple, lorsque Lysenko fait enfermer les biologistes qui refusent de croire en ces fictions, car les thèses de Lysenko sont des fictions. Aujourd'hui, le transgenrisme agit de la même façon quand il punit ceux qui, par exemple, font du mégenrage. Je voudrais juste préciser un point historique qui me paraît intéressant. Le fondement de la fiction à chaque époque, puisque là, j'ai cité 3 époques différentes, on pourrait creuser, le fondement de la fiction concerne ce que Simmel, Georges Simmel, le sociologue, appelle le roi clandestin. Qu'est-ce que le roi clandestin ? C'est le concept central qui commande la forme du temps. À la Renaissance, par exemple, le roi clandestin, c'est la religion, c'est Dieu. Au XIXe et XXe siècle, le roi clandestin, c'est la justice et l'égalité sociale. Au XXe et XXIe siècle, le roi clandestin, c'est l'individu et ses droits. Chaque roi clandestin, on le voit, est capable, à certaines époques, d'imposer ses fictions par la contrainte. Chaque fois, la fiction qui s'impose ne peut le faire qu'en créant une secte, à partir de laquelle elle rayonne. Une secte, c'est-à-dire un mouvement fermé, qui produit la vérité et qui pratique la contrainte. L'Église de l'Inquisition, le Parti communiste des Soviets, le mouvement transgenre sont des sectes. Ce n'est pas spécifiquement occidental d'imposer des fictions. Par exemple, les Asiatiques imposent les fictions du gouvernant Dieu, par exemple. Mais les Occidentaux semblent particulièrement actifs à cet égard. Et d'ailleurs, plus ils exportent leurs fictions religieuses ou idéologiques, et plus les contraintes vont avec. Pourquoi est-ce que les Occidentaux sont particulièrement friands de ce type de fiction ? Parce que, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais d'après
le chinois Yang Shuming, qui est pour moi l'un des plus grands penseurs du XXe siècle en Chine, la culture occidentale est la culture qui va de l'avant. C'est lui qui parle. Et invente le progrès après avoir inventé la vie éternelle et a tendance à outrepasser la réalité au lieu de simplement l'accepter telle qu'elle est. Pour inventer le futur, l'Occident cherche à rendre tout disponible, pour utiliser le terme de Dartmouth Rosa, y compris la réalité tangible, qui devrait devenir disponible. Ainsi, la culture occidentale peut-elle aisément construire un immense magasin de farces et attrapes, où se pratique, par exemple, l'autodéclaration de genre. Elle peut finir par vivre dans un monde où, comme disait Hannah Arendt, je cite, « Tout est possible et rien n'est vrai ». Enfin, les fictions délirantes sont imposées par la force, et ceci, comme il convient, dans une hystérie de masse. La situation actuelle, répondant au transgenrisme et au wokisme, ressemble trait pour trait, il faut lire l'énorme bouquin, au déroulé de la révolution culturelle chinoise relatée par Yang Jisheng. Il ne manque plus que le dernier épisode, l'épisode des assassinats. Dans tous les cas, la fiction coercitive s'attaque prioritairement aux faibles, ici dans le cas qui nous occupe, les enfants. Enfin, en dernier lieu, je voudrais évoquer les possibles conséquences de ce type contemporain de fiction oppressive. Le transgenrisme est probablement moins grave que les précédentes fictions parce qu'il ne concerne qu'une petite partie de la population et il est peu, ça a été dit hier, je crois, et il est peu probable qu'il se généralise pour cette raison, tandis que les précédentes fictions concernaient des soucis existentiels permanents de l'humanité, la question de la mort et de l'au-delà, dans la question religieuse, la question de la justice sociale, qui est une question évidemment tout à fait généralisée. Tandis qu'ici, les petits groupes concernés peuvent, grâce au réseau, faire beaucoup de bruit, évidemment, et les universités, qui sont les institutions les plus exposées aux idéologies totalitaires, d'après Orwell, tombent forcément dans le panneau, forcément. Mais la société entière n'est pas concernée. Et ce n'est, je dirais, qu'une poussée de fièvre. Il faut protéger les enfants. Voilà tout, mais c'est essentiel. Je n'arrive pas à croire que le transgenrisme et le wokisme en général parviennent à utiliser la méthode de l'assassinat, comme dans le livre de Yang Jisheng, puis à la généraliser, comme les précédentes fictions l'ont fait. Il faut dire cependant qu'à une époque où la violence est délégitimée, aujourd'hui, on a d'autres moyens bien efficaces, et peut-être d'ailleurs tout aussi meurtriers, pour punir les hérétiques. Cependant, il y a un dernier point que je veux soulever pour finir. La transition de genre est présentée comme une aventure extraordinaire, une sorte de voyage aux confins. Je me réfère au texte de Caroline et de Céline. C'est la révolution ultime qui retourne l'ordre des choses. Éric Marty a écrit, je cite, « Le genre est le dernier grand message idéologique que l'Occident envoie au reste du monde. » Nous avons en effet envoyé au monde précédemment des messages révolutionnaires qui se sont soldés par des catastrophes. Le communisme qui produit les goulags soviétiques, la révolution culturelle chinoise et la Corée du Nord, excusez du peu. Dans la mesure où cette fiction transgenre s'impose comme progrès, je mets le mot progrès entre guillemets, elle fait partie de ces excès qui, à mon avis, signent la fin de la pensée occidentale comme modèle. Pourquoi ? Je prends un exemple parlant pour me faire comprendre. Les autres cultures pouvaient se laisser convaincre par les droits de l'homme occidentaux, par exemple de traiter les femmes comme des êtres dignes. Ça peut s'entendre. Mais si nous leur imposons, toujours au nom des droits de l'homme, de transformer des petites filles en garçons et des petits garçons en filles, elles vont reculer avec horreur parce qu'elles savent qu'il s'agit clairement d'une idéologie et d'une fiction meurtrière liée à une forme de nihilisme. Mot que j'emploie très rarement parce que je déteste qu'il soit généralisé, mais là, en l'occurrence, je l'emploie. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Elles savent, les autres cultures, parce que le bon sens ne leur manque pas, qu'il ne s'agit pas là d'une aventure révolutionnaire, mais d'un cauchemar de souffrance physique au pluriel et psychique au pluriel. En ajoutant le transgenrisme à la liste des droits de l'homme, il est certain
que nous mettons un terme définitif à notre influence et décidons de nous retirer définitivement de la scène culturelle mondiale. Je vous remercie.